Donc je suis vraiment très honoré et très flatté d'être devant vous, vraiment d'être devant des personnes qui sont plus grandes que moi, qui sont plus compétentes que moi, qui sont plus qualifiées que moi. Et pourtant, MG m'a donné cet honneur, m'a fait cet honneur d'être debout devant vous. Je ne dis pas que je vais animer un atelier, je vais être debout dans un atelier. Par contre, vous, vous êtes assis. Ça, c'est la seule différence. MG m'a confié de parler un petit peu de l'éducation thérapeutique du patient diabétique. J'ai essayé de partager un petit peu mon topo en deux parties. La première partie consacrée que à l'éducation thérapeutique. La deuxième partie, on va essayer de voir les choses qu'on va voir concernant l'éducation. On va essayer de transposer sur le diabète. Alors, j'ai dit qu'on va attaquer, Inch'Allah, l'éducation thérapeutique du patient diabétique. On ne traite pas une maladie aiguë comme on traite une maladie chronique. Ça, tout le monde le sait. Une maladie aiguë, on peut la soigner en 7 jours, en 3 jours. Il y a même des antibiothérapies maintenant qui ne durent que 3 jours. Par contre, une maladie chronique, il faut la prendre en charge. Et là, il y a la différence entre soigner brièvement et prendre en charge. On soigne une maladie aiguë et on prend en charge une maladie chronique. Le médecin généraliste est en première ligne dans l'éducation thérapeutique du patient. Bien sûr, parce que la prise en charge elle est souvent multidisciplinaire, donc ça demande plusieurs intervenants. Mais toujours le chef de file reste le médecin généraliste, accompagné d'autres soigneurs, des éducateurs, des infirmiers et même des membres de la société civile. En Belgique, il y a toujours des recommandations spéciales pour le médecin généraliste en matière de l'éducation thérapeutique des patients. Au Canada, 77% des diabétiques sont pris en charge par les médecins généralistes. Au Maroc, une étude qui n'était pas très officielle a conclu ce que suit, que le médecin généraliste passe en moyenne 15 à 20 minutes en matière d'éducation thérapeutique. Par contre, un médecin spécialiste ne passe que 5 minutes. Déjà, on voit l'importance et le temps consacré par le médecin généraliste à cette éducation thérapeutique. Le concept, il faut démarrer par le concept. C'est quoi l'éducation thérapeutique? La Haute Autorité de la Santé et l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé définissent comme suit. L'éducation thérapeutique du patient vise à aider et les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Il y a le mot acquérir, il y a le mot maintenir, mais les compétences aux patients. C'est-à-dire, nous, en tant qu'éducateurs, on doit faire acquérir aux patients des compétences pour se prendre en charge eux-mêmes. L'OMS, en 1998, je n'ai pas trouvé d'autres définitions plus récentes. L'éducation thérapeutique du patient est un processus continu, c'est-à-dire il est étalé dans le temps, intégré dans les soins et centré sur le patient. Cette éducation comprend les activités organisées en matière de sensibilisation, d'information, d'apprentissage, d'accompagnement psychosocial concernant toujours le malade et le traitement. Acquérir des compétences, parce que tout à l'heure on parlait des compétences. La définition, toujours on parle des compétences. Alors, acquérir des compétences. Un certain Richard Madjer a dit, si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous allez, vous risquez de vous trouver ailleurs et de ne pas le savoir, parce qu'on est en quelque sorte ignorant de la chose. Ce n'est pas tant que les gens ignorent qui cause des problèmes, c'est tout ce qu'ils savent et qui n'est pas vrai. C'est les croyances, les rumeurs, etc. Je vais en parler tout à l'heure. Alors les compétences, ou la compétence, c'est un savoir agir. Et bien sûr, le savoir agir passe par plusieurs stades, par le savoir, par le savoir-être, le savoir-faire, c'est le savoir agir. Elle correspond à la mobilisation d'un certain nombre de savoirs combinés de façon spécifique. Elle est propre à l'individu, c'est-à-dire que cette compétence doit être individuelle. Elle est produite en fonction de la situation, mais aussi de la représentation que s'en fait un patient. On va en parler tout à l'heure pour la représentation, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est concrète et non abstraite, c'est-à-dire quelque chose de palpable. Elle est spécifique.
un patient, une maladie, précise et appropriée. Elle est identifiée et reconnue socialement. Elle fait l'objet d'une évaluation, donc il faut que ça soit palpable, il faut que ça soit évaluable, mesurable. Elle fait l'objet d'une évaluation le plus souvent, on mesure la performance parce qu'il y a une grande liaison entre la performance et les compétences. Du moment qu'on va parler du diabète, donc l'adaptation des doses d'insuline, c'est une compétence. L'intérêt de l'autosurveillance, c'est une compétence aussi. L'objectif principal de cette éducation thérapeutique, former le malade pour qu'il puisse acquérir un savoir-faire adéquat afin d'arriver à un équilibre entre sa vie et le contrôle optimal de sa maladie. Donc c'est toujours le pouvoir et le savoir agir, le savoir-faire, il doit être propre aux malades et aux patients. Il permet aussi aux malades et la famille. Des fois, il faut intégrer la famille dans cette éducation thérapeutique. Il permet aussi aux malades et à sa famille de mieux collaborer avec le soignant. La démarche de cette éducation thérapeutique passe par 4 stades essentiels. On commence par le stade de l'identification, puis on passe à la formulation des compétences, puis on passe à la sélection des contenus de la séance et on passe à l'évaluation. Donc il faut qu'on passe par ces 4 stages. La première chose, c'est l'éducation, c'est l'identification des besoins. Cette identification des besoins qui se fait essentiellement par les entretiens qu'on fait avec nos patients. C'est la mise en évidence des besoins du patient dans leurs composantes physiques, pédagogiques, psychologiques et biomédicales, permettant d'établir un diagnostic éducatif et par conséquent poser un objectif ou tracer un objectif éducatif en fonction de ce diagnostic éducatif. Par la suite, il faut... Par la suite Donc je disais que la formulation des compétences à acquérir. Donc en fonction, en allant d'un diagnostic, éducatif, on va formuler des compétences à acquérir, c'est-à-dire l'objectif et une programmation. Après, troisième stade, c'est la sélection des contenus de ces séances de formation et des séances d'éducation, planification et mise en œuvre des séances d'éducation thérapeutique et bien sûr un choix des approches. Il y a des approches qui sont classiques, le théâtre, le cinéma, les chansons, etc. Via ces codes, on peut faire passer des messages. Mais actuellement, il y a d'autres approches, notamment l'approche participative, l'approche éducation par pair, etc. Et pas mal d'approches. Donc, on essaie d'adopter la meilleure approche pour pouvoir passer nos messages à nos patients. Et à la fin, il y a l'évaluation. À chaque fois qu'on veut faire d'ailleurs, quand on parle d'un objectif, c'est toujours, on dépose sur la notion SMART, c'est-à-dire cet objectif doit être spécifique, mesurable. Comment on va le mesurer? C'est via les cris d'évaluation. Donc cette évaluation des compétences, il faut savoir ce que le patient connaît, être au courant de ce qu'il a compris, observer ce qu'il sait faire et appliquer, savoir ce qui lui reste à acquérir via cette évaluation, et puis remarquer comment il s'y adapte, et bien sûr, en faisant cette évaluation, on va reformuler et reprogrammer notre éducation. Le cercle de perfection, les industriels parlent toujours de ce cercle de perfection. En allant d'un diagnostic, c'est ce qu'on appelle l'étude de marché. Après ce diagnostic, on fait des programmations en fonction de ce diagnostic, avec tous les points forts et tous les points faibles. On met en œuvre le programme qu'on a tracé et à la fin, on évalue ce programme et on reforme. L'évaluation, c'est un deuxième diagnostic. À chaque fois qu'on fait l'évaluation, c'est un deuxième diagnostic en fonction. Et après cette évaluation, on passe à une nouvelle programmation et on tourne en rond. La même chose pour l'éducation thérapeutique. Donc, on commence par l'identification des besoins de notre patient. Après, on passe à la formulation de ses compétences, puis la sélection de contenu
cette formation, de cette éducation, et à la fin, on doit évaluer les compétences acquises de cette test. Après une séance, 2 séances, 3 séances, on doit évaluer les compétences de notre patient et on va voir s'il a vraiment acquis de bonnes compétences, s'il a vraiment reçu les messages qu'on lui a transmis. Et à partir de là, on peut reformuler notre programmation et recommencer, parce que comme on a dit, c'est une éducation c'est un acte qui continue dans le temps. Par qui est faite cette éducation thérapeutique? On a dit tout à l'heure que le médecin généraliste, c'est le pionnier, c'est la plaque tournante de cette éducation thérapeutique. Et bien sûr, la notion de médecine de famille, là, a plus de valeur en matière d'éducation thérapeutique. Bien sûr, il y a des spécialistes hospitaliers libéraux, donc parce que la prise en charge, j'ai dit tout à l'heure, qu'elle est multidisciplinaire. La mission de l'éducateur, élaborer un diagnostic, on a dit, définir une programmation, planifier, puis la dernière partie, c'est l'évaluation. Donc c'est toujours le cercle de perfectionnement dont j'ai parlé. Pour qui cette éducation est faite? Bien sûr, elle est faite pour toutes les maladies chroniques ou pour tous les malades ayant une maladie chronique, quel que soit l'âge. Elle peut également, dans certains cas, associer la famille et les proches à ce moment, durant quelques moments de ce programme. Donc il faut intégrer la famille à ce concept. Pourquoi? Eh bien, pourquoi? Pour que le patient acquiert des compétences utiles pour devenir acteur de sa santé. Ça, c'est un point très important. Le patient doit être acteur de sa santé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette éducation thérapeutique. Le patient doit être capable de mieux comprendre sa maladie, ainsi pouvoir l'accepter, connaître les bénéfices et les effets secondaires de ces traitements, connaître les mesures préventives à adopter, notamment l'aménagement de l'environnement, etc., reconnaître une aggravation et savoir réagir de manière adéquate, identifier les facteurs et circonstances déclenchement des pics, résoudre les difficultés du quotidien liées à la maladie, en quelque sorte améliorer sa vie tous les jours. Quand est-ce qu'on fait cette éducation thérapeutique? J'ai dit tout à l'heure que n'importe quel stade de l'évolution de cette maladie, bien sûr à l'annonce du diagnostic. C'est un moment crucial pour l'éducation du patient, un malade nouvellement connu diabétique, pour lui annoncer la nouvelle, c'est pas quelque chose de simple, y compris pour les malades qui ont d'autres problèmes, notamment l'insuffisance rénale. Et bien sûr, cette éducation thérapeutique se fait bien sûr pour toutes les maladies. Donc l'annonce du diagnostic, c'est un moment crucial. À tout autre moment de la prise en charge et surtout au moment du changement de traitement, du moment qu'on va parler du diabétique, donc quand on veut instaurer l'insuline à une personne. Ça, c'est un moment vraiment, il faut le faire passer de façon vraiment très professionnelle. Et durant toute l'évolution de la pathologie, y compris pendant l'avènement, pendant les complications. Où est-ce qu'on peut faire cette éducation? Bien sûr, on peut la faire là où on veut, les centres privés, cliniques, hôpitaux, les sièges des associations, c'est-à-dire que le local, on peut le faire là où on peut, là où on veut. Comment faire cette éducation? J'ai dit tout à l'heure, je n'arrête pas de le refaire, elle passe par 4 stades, un diagnostic éducatif, un programme personnalisé pour chaque patient, parce qu'on ne traite pas une maladie, on traite un malade, on est affaire à un malade. Donc cette programmation doit être individuelle et personnelle pour chaque malade. Mise en œuvre du programme par des séances collectives ou individuelles, normalement, ça c'est très technique, pendant 45 minutes à 1 heure, bon ça c'est un détail, et puis à la fin une évaluation individuelle des compétences. Pourquoi? Ça c'est un point très important, je voulais quand même m'y attarder un peu. Pourquoi le succès de l'éducation thérapeutique n'est pas garanti? Déjà, nous, médecins, on a l'obligation de moyens, pas l'obligation de résultats. Et même pour cette éducation, il faut mettre toutes les chances avec nos patients, mais le résultat n'est pas toujours comme on voulait. Alors, au fond, et si l'éducation thérapeutique du patient ne marchait pas, c'est Gérard Reich qui l'avait dit. Montrer, là pour ça, tout à l'heure j'ai parlé de l'évaluation, pourquoi on doit toujours insister sur l'évaluation, montrer que l'évaluation de l'éducation thérapeutique est nécessaire justement parce qu'il y a des raisons de penser que le succès de l'éducation thérapeutique n'est pas toujours garanti. C'est pour ça qu'il faut tout le temps évaluer et reprogrammer, évaluer, reprogrammer, évaluer et reprogrammer.
c'est-à-dire le résultat n'est pas garanti, c'est-à-dire on rate l'objectif. Un point très important, quand il ne faut jamais parler de fachal. Il ne faut jamais dire que j'ai échoué. Il faut dire que je n'ai pas réussi ou je n'ai pas réussi à 100%, mais jamais dire j'ai échoué. Donc c'est pour ça qu'il faut s'attendre à rater un petit peu nos objectifs, il faut s'attendre à cette éducation thérapeutique n'aboutisse pas au résultat escompté, mais n'empêche que, c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, c'est un cercle, et c'est un contact en continu. Rater l'objectif comment? C'est-à-dire pourquoi on rate l'objectif? À la connaissance, normalement, il y a un enchaînement de choses qui sont très intéressantes là. Normalement, c'est la chose passe simplement. Donc, à partir de certaines connaissances, la personne a une conviction et à partir de cette conviction, il va agir. مجموعة من المعارف تؤدي إلى واحد القناعة معينة، وهذه القناعة هي اللي كتخلي الإنسان يقوم ببعض التصرفات معينة. ولكن هذا الأمر دائما بهذا الشكل. يعني passer par la connaissance à la conviction va aboutir à des actions qui sont correctes. Un tabagique, il y a beaucoup de médecins qui sont pneumologues, qui sont spécialisés, je ne sais pas en quoi, et pourtant ils fument. Ils sont convaincus que la cigarette c'est un bon facteur de cancer, et pourtant ils fument. Ça veut dire que les actions ne sont pas compatibles avec leurs convictions. Et là, on a intégré le mot compétence. Justement, on a entré sur nos compétences, donc les compétences sont effectivement pour essayer de travailler sur cette conviction pour que ça aboutisse à des actions qui sont plus ou moins correctes. Donc le savoir, donc c'est la même chose. Les connaissances, la conviction, les actions, c'est le savoir-être et le savoir-faire. Rater l'objectif, pourquoi? Parce qu'à chaque chose, il y a des obstacles et il y a des contraintes. Il y a une grande différence entre les obstacles. Et quand je ne savais pas d'ailleurs, je ne faisais pas la part des choses, mais en préparant ce topo, je suis arrivé un petit peu à connaître un petit peu la différence. Alors les obstacles, c'est des difficultés qui doivent être surmontées pour atteindre les objectifs. Contrairement aux contraintes, les obstacles peuvent être supprimés, contournés ou surmontés. Enfin, moins difficilement, je ne voulais pas dire plus facilement. Par contre, les contraintes, c'est des facteurs fixes. Ils ont un caractère social, politique, culturel, financier, religieux et technique. Donc c'est difficile à dépasser ces obstacles comparativement à ces contraintes comparativement aux obstacles. Ces contraintes ils sont imposées par l'environnement sur un système donné et qui ne peuvent pas être supprimées et qui peuvent influencer la réalisation de nos objectifs en matière d'éducation thérapeutique. Bon, les obstacles, ce sont des freins. Donc on dit que l'obstacle est un frein. Ces difficultés doivent être vaincues pour atteindre les objectifs, contrairement aux contraintes. Donc, j'ai cherché dans ce sens, en matière d'éducation thérapeutique, j'ai trouvé que les obstacles, ils sont liés surtout à la communication. Les contraintes ont d'autres facteurs, mais les obstacles, ils sont liés à la communication. Bien sûr, quand on parle de la communication, on parle d'un émetteur qui est normalement au début, c'est l'éducateur. On parle d'un récepteur qui normalement c'est un patient. Donc j'ai dit, l'émetteur peut être un médecin ou un formateur. Le récepteur, c'est un patient ou la famille. Normalement, de l'émetteur au récepteur, on fait passer un message qui doit être avec un code, respectant un code. Ce message peut concerner soit le régime, c'est un diabétique, il peut concerner le sport, c'est-à-dire l'activité physique, ça peut concerner l'arrêt de tabac, et ça, comme ça peut concerner l'insuline. À chaque fois, je fais sortir l'insuline parce que je sais que nous, médecins généralistes, on a beaucoup de problèmes. Je ne dis pas qu'on ne maîtrise pas l'insuline, mais nos malades ont beaucoup de problèmes, ils ont beaucoup de croyances, ils ont beaucoup de rumeurs, ils ont beaucoup de mauvaises connaissances, mauvaises informations, mauvaises connaissances sur l'insuline. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à passer avec le malade pour essayer de convaincre à prendre l'insuline. Donc il faut toujours adopter un canal, ça peut être direct, le contact direct, ça peut être... maintenant il y a beaucoup de médecins qui communiquent avec leurs malades via WhatsApp, via le Messenger, via Snapchat, non pas Snapchat, c'est surtout le Messenger et le WhatsApp, donc c'est un canal, un support, ça peut être un ordinateur, comme ça peut être un téléphone, comme ça peut être un bureau là où on est. Et le moment crucial c'est le feedback. Le feedback c'est le retour. J'ai envoyé un message à un malade,
je dois recevoir un retour, je recueille un retour. Et et pendant le retour, c'est pendant ce feedback, c'est le récepteur, c'est le malade qui devient émetteur, et moi je suis récepteur. C'est pour ça qu'on parle de communication, c'est pour ça que l'éducation c'est un acte continu, c'est un acte qui n'arrête jamais. Et bien sûr, à cette communication, il y a les bruits. Et ces bruits-là, qui sont appelés les obstacles. Bon, les obstacles, ça peut être l'émetteur emploie un vocabulaire qui n'est pas adapté au récepteur, le récepteur manque d'écoute, l'émetteur ou le récepteur éprouve des sentiments qui peuvent nuire à la communication, l'émetteur et le récepteur sont influencés par le contexte relationnel, etc. On peut être famille, amis, etc. Les obstacles, il y a des bruits perturbateurs, par exemple, la salle, il y a du bruit, donc la communication passait mal. Donc ça, c'est le genre c'est les obstacles. Un obstacle, facile, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut l'éliminer facilement. Il y a des intervenants extérieurs qui interfèrent, les clients, les collègues. Il y a des supports de communication qui ne marchent pas. Des fois, tu as un ordinateur, tu veux présenter quelque chose comme malade, et l'ordinateur ne marche pas. Ça, c'est un exemple. Et puis, il y a des supports de communication utilisés qui fonctionnent mal, bon, je l'ai dit. Les contraintes. Les contraintes, ils sont moins faciles de le surmonter. Les facteurs sociaux, on parle là de facteurs sociaux, politiques, culturels, religieux, financiers, techniques, etc. Ils sont imposés par un système, ne peuvent pas être supprimés. On ne peut pas supprimer la religion, on ne peut pas supprimer la culture de la personne, on ne peut pas supprimer la famille de la personne. C'est-à-dire beaucoup de choses qu'on ne peut pas supprimer. On doit les gérer, oui, mais on ne peut pas les supprimer comme les obstacles. Enfin, ces contraintes, ils peuvent être d'autres. La croyance. Donc on parle des soins, donc il y a beaucoup de gens qui il a beaucoup l'insuline l'insuline etc. Donc il y a aussi les rumeurs, le charlatanisme et l'entourage qui influencent. Aussi les émotions, les événements, la tristesse, un diabétique qui est jusqu'à là équilibré, et il perd quelqu'un de sa famille, etc. Donc, ces événements aussi interviennent. Il y a la douleur ou le plaisir, les états mentaux. Il y a le désir, c'est un sentiment. Il y a les ressources, la précarité, entre autres, mais il y a d'autres ressources, mais moi j'ai pris comme exemple la précarité. Alors, tout à l'heure, j'ai posé ce diagramme, c'est les connaissances, la conviction, les compétences, et là, normalement, ça paraît simple. Mais en fin de compte, il y a ces obstacles, ces obstacles et contraintes qui interviennent et qui ne laissent pas ce passage facile. Normalement, un passage, je donne une connaissance à quelqu'un, la chose ne se passe pas de cette façon. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles et beaucoup de contraintes qui influencent. Et on voit, est-ce que notre patient suit ce qu'on lui a donné ou il ne suit pas ce qu'on a mis à sa disposition. Et là intervient cette éducation thérapeutique, effectivement, pour développer ses compétences et essayer de minimiser, soit surmonter les obstacles et essayer de minimiser les contraintes ou essayer de jouer et de gérer avec ces contraintes. Maintenant, on va essayer, tout à l'heure j'ai dit, de partie l'éducation thérapeutique. Moi, je vais un petit peu faire vite pour déclencher un débat. Donc là, pour les diabétiques, c'est toujours la même définition. C'est le malade doit acquérir, ou soit on va l'aider à acquérir ou à maintenir des compétences. On va parler des compétences chez un diabétique. Quelles sont les compétences escomptées ou souhaitées chez un diabétique? Premièrement, les compétences d'auto-observation, d'auto-vivant. Donc, via cette éducation, on doit développer les compétences suivantes ou essayer enfin, que le non-malade acquise cette compétence, faire reconnaître l'ensemble des signes et de savoir les interpréter, de prendre les mesures nécessaires d'autosurveillance, les symptômes d'hyper et d'hypoglycémie, les mesures de la glycémie et de l'autosurveillance, parmi les compétences. Deuxièmement, il y a les compétences d'auto-soins. Elle concourt à l'efficacité de traitement, planifier la prise des médicaments, savoir prendre soin de ses pieds, l'hygiène des pieds, le choix des chaussures, etc., corriger une hypoglycémie, réaliser et adapter les doses d'insuline. Ça, les compétences qu'on souhaite que cette personne acquise elle doit acquérir
après cette éducation thérapeutique. Les compétences d'ordre social, elles permettent de vivre en société. Il faut transmettre à la personne qui fait la cuisine, par exemple, l'entourage, la famille, la femme, ou le mari si la femme est diabétique, ou la femme si le mari est diabétique, les enfants, etc. Donc, pour réaliser une alimentation équilibrée, former la famille à reconnaître et corriger une hypoglycémie sévère, et là, c'est un point très crucial et très important, donc à intégrer la famille dans ce sens. Et à la fin, les compétences de raisonnement et de décision. Le patient sera armé pour résoudre les problèmes du quotidien, planifier une baisse de poids ou lutter contre l'obésité, savoir prévenir une hypoglycémie en cas d'exercice physique, prendre la décision à propos de l'insuline. Ça, c'est les compétences qu'on désire que ce patient, à qui on fait cette éducation thérapeutique, quelles sont les compétences qu'il doit acquérir. C'est ces 4 compétences, entre autres. J'ai fait quand même un petit résumé. Donc, je reviens toujours à ces étapes, ces 4 étapes, le diagnostic, le programme, la mise en œuvre du programme et l'évaluation, pour dire le diagnostic chez un malade diabétique. Il faut déterminer les objectifs de l'apprentissage. Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut un diagnostic, il faut un programme, il faut la mise en œuvre de ce programme, et puis il faut faire l'évaluation. Donc, le diagnostic, ça, c'est les différents composants de déterminer les objectifs d'apprentissage, les compétences à acquérir, hiérarchiser par ordre d'importance et d'acceptation du patient, apprécier les ressources du patient, distinguer 5 grandes étapes, ça c'est l'étape la plus importante. On distingue 5 grands domaines concernant le diagnostic éducatif. Dimension biomédicale, qu'est-ce qu'il a comme maladie? Dimension socio-professionnelle, qu'est-ce qu'il fait? Dimension cognitive, qu'est-ce qu'il sait? Et dimension psycho-affective, qui est-il? Et à partir de ces 4 choses, on va poser un projet pour ce patient. C'est ça ce qu'on appelle le diagnostic éducatif et l'objectif éducatif. Au terme de cet entretien, parce que le diagnostic, j'ai dit tout à l'heure, on le fait à partir de l'entretien avec ce patient. Quel est le projet thérapeutique pour ce patient? Comme j'ai dit tout à l'heure, il est individuel. On ne peut pas avoir un projet thérapeutique pour plusieurs personnes à la fois. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne traite pas une maladie, on traite un malade. Donc, quel est le projet thérapeutique pour le patient? Quels sont les éléments qui vont faciliter l'apprentissage? Quels sont les obstacles que doit apprendre le patient pour avoir des compétences d'autovigilance et pour répondre à des besoins spécifiques? Les objectifs pédagogiques, définition et qualité d'un objet pédagogique, de quoi vais-je rendre mon patient capable? C'est mon objectif. Quelles sont les compétences que je veux que mon patient a? Dans le diabète type 2, le but ultime est l'hémoglobine glycée. C'est un des indicateurs importants chez moi au cabinet. Si mon malade a une hémoglobine glycée qui est plus ou moins correcte, donc je suis plus ou moins satisfait du travail qu'on fait ensemble. L'absence de complications et une vie quasi normale. Dans la réalité, cet objectif ne peut pas être atteint. Il faut donc se fixer des objectifs réalistes, mais précis, personnalisés. On revient toujours sur le mot personnalisé. Qualité d'un objectif éducationnel. Bon, ça c'est proprement technique, donc il faut être technique, pertinent, logique, précis, réalisable, observable et mesurable. On ne peut pas avoir un objectif si on ne sait pas qu'il va être réalisable. S'il n'est pas réalisé, ce n'est pas la peine de le poser comme objectif. Il faut que ça soit mesurable pour savoir à quel degré mon objectif est atteint. Objectif pédagogique, je n'arrête pas de parler toujours du savoir-faire et du savoir-être. Le savoir, le patient sait. Le savoir-faire, le patient comprend. Le savoir-être, le patient fait. Donc pour le diabétique, il doit connaître le terme d'hypoglycémie, se situe par rapport à l'hypoglycémie, reconnaît les symptômes d'hypoglycémie, d'hyperglycémie, connaît les aliments qu'il faut prendre ou qu'il ne faut pas prendre. Là, j'ai oublié de dire ça, que j'ai pris comme exemple l'hypoglycémie. Donc le savoir, connaître le terme d'hypoglycémie, c'est quoi l'hypoglycémie, les signes d'hypoglycémie et comment il doit être resucré en cas d'hypoglycémie. Savoir-faire, le patient doit comprendre. Devant une hypoglycémie, le patient connaît la conduite pratique, sait choisir les aliments nécessaires et la quantité adéquate à ingérer. Le savoir-être, le patient fait, le patient corrige l'hypoglycémie de façon adéquate. Ça, c'est les compétences, toujours les compétences. L'évaluation, on doit évaluer le patient. Des fois, l'éducateur, il doit s'évaluer lui-même.
pour savoir est-ce qu'effectivement il passe le bon message de la manière la plus efficace. Et puis on évalue aussi le programme. Donc il y a l'activité d'éducation, il y a l'impact d'éducation sur les paramètres biocliniques, comme on l'a dit, et puis l'impact d'éducation sur l'évolution psychologique de nos patients. Les outils d'évaluation, c'est des grilles, mais surtout on se base sur 3 choses importantes. L'écoute active. Deuxièmement, les gestuels et la communication, parce que, observez une chose, quand un malade ramène un bilan, il te regarde toi, il ne regarde pas la feuille. Parce que les gestes d'elle, les grimaces d'elle, il comprend beaucoup de choses à travers les gestes et à travers les grimaces que tu fais. Donc le gestuel est très important. Et puis l'observation du savoir-faire de nos patients. Alors, la relation médecin-patient. Relation médecin-patient, c'est une relation qui est vraiment très délicate. On parle de 4 situations durant cette relation. Soit il y a la sympathie, soit il y a l'empathie, soit il y a l'apathie, soit il y a la compassion. Donc, la sympathie, je vais la définir. L'empathie, la sympathie, c'est imaginer ce qui est bon pour cette personne. C'est moi qui imagine ce qui est bon pour cette personne. C'est-à-dire que moi, je me mets à la place du patient. Par contre, l'empathie, imaginer ce qui est bon du point de vue de cette personne. La sympathie, أنا تيبان لي على أن أنت خاصك دير ودير، ولكن في الأمباتي أنا تنفهم المسائل اللي أنت باغي دير وديرو من خلالها كنقدر نقوم هذيك الوضعية. Et puis, il y a la partie, c'est-à-dire même elle ne me sauche. Et puis il y a la compassion, اللي كيتفرج. كنشوف شي حد كيغرق وانا كنتفرج فيه، تنشوف شي حد كيغرق وكنمشي بحال، تنشوف شي حد كيغرق وكنتلاحي معاه، او كنشوف شي حد كيغرق وتنخرج. هذا هو المفهوم الدارجه ديال هاد المفاهيم. Donc l'empathie, c'est reconnaître et comprendre les sentiments et les émotions d'un autre individu, ça c'est l'empathie. D'un autre individu et aussi dans un sens plus général des états non émotionnels comme ses croyances. L'empathie elle est basée sur l'écoute active. Par contre, la sympathie, c'est vivre dans le souci de l'autre. Les connaisseurs disent qu'il faut être empathique avec nos malades, il ne faut jamais être sympathique avec nos malades. Imaginez un médecin, déjà un malade, tu dis à la police, là, j'ai beaucoup aimé ce cercle-là. C'est la relation, 4 modèles de relation thérapeutique. Il y a le modèle informatif. Je vous dis ce que je sais. C'est-à-dire moi, en tant qu'éducateur, je parle à mon malade. Je vous dis ce que je sais, modèle informatif. Je passe de l'étape 1 à l'étape 2. En plus de ça, je vous aide à définir vos préférences. Nous sommes égal à égal. 3e stade, je vous dis mes préférences. Donc c'est le modèle informatif, le modèle impératif et le modèle délibératif. Et de l'autre côté, il y a le modèle paternaliste. Et ça, c'est le modèle qu'il ne faut pas adopter en tant qu'éducateur. Il ne faut jamais donner les ordres. Donc, je décide pour vous. Il ne faut jamais décider pour le malade. Donc, on peut être informatif, on peut être interpellatif, on peut être délibératif, mais jamais paternaliste. Et le suivi de cette cour, donc, il y a convaincre, il y a vaincre. Une personne convaincue, qui veut que c'est une personne vaincue, mais une personne vaincue n'est jamais une personne convaincue. Donc là, on doit essayer ce processus-là, c'est-à-dire, je vous dis ce que je sais, je vous aide à définir vos préférences et développer vos compétences, et puis, je vous dis mes préférences aussi. انا كنفضل دير هذه المساله ولا انا كنتوقع دير هذه المساله ولكن دائما نخلي المريض ديالي هو اللي كيقرر بنفسه. Donc l'éducation thérapeutique, un cheminement éthique, le paternalisme, absence de cheminement. Donc là, il faut adopter ces 3 stades. Les personnalités des patients. ما نقدرش ندير لكم toutes les personnalités. يلا j'ai essayé de vous mettre à وعليهم غندير لهم un seul exemple. Alors la première personnalité, c'est la personne promouvante. Cette personne, je donne le profil d'elle, fait des projets, elle est créative, elle est extravertie, imaginative,
intéressé par le futur, gère difficilement le quotidien, gère bien son traitement, mais il change facilement de médecin. Ça, c'est un profil. Le deuxième profil, c'est la personne facilitante. Il est consentant, expansif, harmonie avec l'entourage, extraverti, pas le promouvant, confiant, on ne sait ce qu'il pense, accepte un traitement si aucune interférence avec l'entourage. ما كاينش فينا اللي ما شافش كيجي عندك المرض تقول له خلينا باش راجل يعرف انا راني فيها من المرض او راجل تيجي يقول لك ما بغيتش من المرض او كيجيك واحد تكون ما تعرفش يدو في لابيتود جي بوكو دو مالاد تيقول لك ندير شاف لابيتود حيت غندفعوا الاداره ويعرفوني في السكر ويعرفوني عندي ليبيليبسي ولا يعرفوني ما يعرفوني دونك ça fait partie des personnes qui sont facilitantes. Contrôlant, dominant, aime les défis, introverti, discipliné, franc, excellente organisation, habitué à résoudre les problèmes, mode de fonctionnement mis à profit en cas de maladie. Et puis, la dernière personne, c'est une personne analysante, consentant, réservé, tourné vers le passé, précis, fiable, enregistre tout en cas de maladie, n'a pas de renseignements à demander à son médecin. Tijin Amar. هذا المسك نشوف زعما الاساسي كيجي جات الدوسي ديالو كومبلي ديابيتيك وعارف لي زيتاب وعارف كل شيء يعني بالنسبه له هو راه جاي شحال واحد كتلاحظ شحال كيعمر العيالات الدور ما باغي فيك والو هاد الناس خديت عليهم لي ميم بيرسون هاد لو بروفيل خديتو غير في تو سكي ديتيتيك ما نقدرش نديرو في كل شيء ça va nous prendre beaucoup de temps. Le promouvant mange par plaisir. La cuisine gastronomique en bonne compagnie. Un autre dialogue en tant qu'éducateur, je dois proposer une alimentation variée, éviter les régimes austères et monotones. بالنسبة la personne facilitante, mange en société. أنا قلنا قبيلة عهدوا معايا قبيلة بالنسبة la personne facilitante. قلنا كونسيرفون عنده تعيش harmonie avec l'entourage. Harmonie avec l'entourage. Donc impliquer l'entourage, donner des conseils d'équilibre alimentaire pour que son entourage puisse partager son repas, se servir une seule fois. Donc la personne, c'est une personne intégrée dans l'entourage, donc là, il faut impliquer davantage l'entourage. Contrôlant, il est très discipliné. Mange par contrainte, mange vite et mauvaise alimentation souvent trop grasse. Lui apprendre une meilleure hygiène alimentaire, mettre en place des horaires réguliers, alimentation rapide et facile. Les médecins qui ont fait le diplôme de nutrition, ils connaissent parfaitement ce profil des personnes contrôlantes. Ou un domaine qui a un régime strict. Par exemple, les autres, par contre, un régime strict, voire même le grave. Et à la fin, la personne alazinante mange une cuisine traditionnelle à la maison, au restaurant, peut faire des erreurs diététiques, là détecter les erreurs et lui demander de peser les aliments parce qu'il fait beaucoup d'erreurs. Je vais vous dire comme les personnes, les profils la diététique, l'autosurveillance, l'instauration de l'insuline, هادشي كله ولكن ما نقدرش ندخلو باش ما pas trop charger la présentation. Les étapes décisives de l'éducation thérapeutique. Bien sûr, la première étape, c'est l'annonce de la maladie. Comment annoncer la maladie à cette personne? Comment dois-je le faire? D'abord, c'est quoi l'annonce? Le diabète est une maladie chronique accompagnant le patient toute sa vie. C'est pourquoi l'annonce de cette pathologie, l'annonce de la maladie, c'est quand même un moment crucial et très, très critique. Le diabète est asymptomatique jusqu'à l'apparition des complications, difficulté de convaincre le diabétique de la chronicité de la maladie, l'explication que la prise en charge se base essentiellement sur le changement de mode de vie, le régime alimentaire, l'activité physique et le traitement, le caractère évolutif de la pathologie et l'évolution dépend de la qualité de la prise en charge. La réaction de nos patients quand on leur annonce la nouvelle, quand on leur annonce leur maladie. Donc là aussi, faire face à une situation nouvelle, les pensées et les inquiétudes de ce patient et le constat. Découverte de la maladie, prendre conscience d'une maladie silencieuse. Parce que les pensées et les inquiétudes, je me sens très bien, de quoi me parlez-vous? Le début de la maladie, il n'a pas de symptômes, tu as une maladie chronique, ou tu dis que
Donc, comme ça, il ne ressent rien. Faire le deuil, il y a des patients, en leur annonçant la nouvelle, il fait un deuil. Je suis fichu, je serai amputé comme mon père. On a fait la jolie croyance. Il se sentait invulnérable, une vraie force de la nature. Ces croyances de santé et celles de l'entourage, c'est de ma faute si je suis diabétique, j'ai trop mangé de sucre. Ça, c'est les pensées des inquiétudes. Un sentiment de culpabilité, avec parfois une notion de punition justifiée ou passivité vis-à-vis de son traitement. Donc là, c'est l'autoculpabilité, inéluctabilité, etc., etc. Donc ça, je passe, c'est non plus du moins. L'entourage. Donc j'ai parlé du patient, maintenant l'entourage. S'il est informé, il peut aider le patient, mais pas toujours le cas. Donc la régularité des repas, dans l'observance diététique, dans la prise de médicaments, dans la pratique du sport, mais peut être délétère ces positions refusées. Des fois, la famille refuse. Vous dites des diabétiques, il ne va rien savoir. Surtout, il doit prendre l'insuline. Le milieu professionnel, là c'est un problème. Parce que je fais beaucoup de métiers de travail, nous avons énormément de problèmes. Dernièrement, j'ai eu un cas, un malade sida, qui a le sida, vraiment, c'est un problème. Vraiment, c'est un problème. Si on me sait malade, on pourrait me licencier. On va me croire non performant. La perte de promotion, le rôle du médecin au travail, et là, c'est très capital en matière de SSS, de santé sécurité au travail. La prescription de traitement, quel traitement prescrire, comment le prescrire, quand le prescrire, tout ça c'est le rôle du médecin de travail qui doit développer les compétences de nos patients. Donc le traitement doit être expliqué dans tous ces détails aux patients à chaque prescription, le nom et le rôle des différents médicaments, le nombre de médicaments et leur dosage, le nombre et le moment de leur prise, les éventuels effets secondaires. Le traitement est chronique, il faut parler de la chronicité du traitement. Le traitement à prendre tous les jours à vie et sans période d'interruption, le comportement en cas d'oubli et essayer de parler de l'insuline bien avant son instauration. Tous les profs nous disent ça, qu'il faut parler dessus, il ne faut pas, on ne parle dessus que quand on va l'instaurer, donc il faut parler à nos diabétiques et leur dire que après un certain temps, on pourrait éventuellement instaurer l'insuline, le malade aura besoin de l'insuline, donc il faut en parler tout. Donc pour l'alimentation, le malade doit connaître les besoins, calculer les calories, différencier les aliments interdits des aliments autorisés, adapter les besoins aux efforts fournis, quoi manger ou boire en cas d'hypoglycémie, etc. Puis pour le sport, l'intérêt du sport, reconnaître le genre du sport qui convient à la personne, on considérera l'âge, le sexe et même l'activité professionnelle, on doit la prendre en charge. Planifier le timing de l'activité physique, que si l'hypoglycémie pendant le travail, c'est que faire si on a une hypoglycémie pendant le sport. Donc tout ça, c'est des compétences qu'il faut développer chez nos patients. En conclusion, à condition de pouvoir poursuivre des projets de vie, c'est priorité, le patient pourra percevoir que le maintien de sa qualité de vie est possible. Ça, c'est un point très important, il faut convaincre le malade de ça. Il se prendra alors en charge et de gérer sa maladie de façon efficace. L'éducation thérapeutique aura comme objectif prioritaire d'aider le patient à se prendre en charge lui-même, en respectant bien sûr ses choix personnels. Bon, ça c'est entre autres des messages à transmettre, c'est des plaques qu'il faut toujours avoir dans nos cabinets, c'est le lieu d'injection de l'insuline où il faut injecter l'insuline. Ça, c'est en fonction des dégâts cérébrales qu'il y a, les personnes minces, les personnes obèses. Il y a des difficultés chez les personnes, donc il faut leur expliquer ça. Là, c'est l'évolution du diabète, donc il faut expliquer à nos malades ça. Quand on voit qu'il y a un moment où il y a l'insuline, ou et puis là, les aliments, l'index, il faut parler un petit peu de l'index glycémique aussi. Donc les aliments sont l'index glycémique ou le pouvoir glycémique. Donc il y a d'autres choses à faire. Bon, les diabétiques, dans les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est des messages à faire. Bien, il y a du support cabinet. Et donc, nous avons beaucoup de messages de nos patients. L'autocontrôle, il faut faire apprendre, faire passer ce message que l'autocontrôle, c'est très important pour un diabétique, donc il faut qu'il ait son appareil chez lui. Et bien sûr, l'hémoglobine glyquée, et là aussi, ça concerne un petit peu plus ou moins les hémoglobines, l'hémoglobine glyquée, le glycémie agile, le glycémie postprandial.
et je vous remercie. Alors, merci, Dr Amiri, pour cette belle présentation. Je laisse la parole au public s'il y a des questions. Bonjour, merci Dr Amiri pour cette présentation très riche, très intéressante. J'ai quand même pu noter quelques points sur lesquels je voudrais intervenir. J'ai pas pu tout noter, c'était tellement intéressant, mais... oui, merci, mais en fait, je voulais dire qu'on ne peut pas intervenir sur tous les points qui sont dans votre présentation, parce qu'elle est tellement riche. Mais quand même, alors, vous avez parlé de la nuance entre la prise en charge d'une pathologie chronique et le soigner une pathologie aiguë. Effectivement, c'est une grande nuance. Seulement, moi je pense qu'il y a aussi, selon la pathologie, si elle est chronique, oui, mais si elle est peu fréquente ou quand il s'agit d'un fléau ou d'un problème de santé publique. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Par rapport à cette approche-là, il y a, alors, comment je peux expliquer à mon sens, pour une pathologie chronique, quand il s'agit d'une pathologie chronique peu fréquente, si vous voulez, on peut intervenir dans l'éducation cas par cas. Mais quand il s'agit d'un fléau ou d'un problème de santé publique, l'éducation doit être en masse. Alors, ça nous ramène au deuxième point qui est l'annonce, que l'éducation doit commencer au moment de l'annonce du diagnostic. Moi, je dirais que ça devrait commencer dans le cas de pathologies chroniques en fléau, comme le diabète, bien avant. Donc, tout patient que nous recevons dans le cabinet devrait bénéficier de cette éducation, même s'il n'est pas diabétique. Il sera un jour peut-être diabétique, il a certainement quelqu'un diabétique dans la famille, et c'est une pathologie, comme je disais, qui est un problème de santé publique. Donc, l'éducation devrait commencer bien avant l'annonce du diagnostic, bien avant le diagnostic, bien avant la maladie elle-même. Alors, il y a aussi l'autre point qui est le rapport avec le patient. Le rapport avec le patient dans des pathologies pareilles et pour une éducation effective, nous pensons par exemple à la SMMG. Notre façon de faire, c'est que nous prenons le patient partenaire dans sa prise en charge. Alors, toutes les modèles de relations comme, que vous avez cités, que je ne peux pas reciter, sont très intéressantes, mais si on voit il faut voir le patient comme étant partenaire de sa prise en charge. Et bien sûr, ne surtout pas être sympathisant au radin, mais plutôt l'associer et le responsabiliser dans sa prise en charge. Et alors, pour l'éducation, j'essayais d'expliquer que ça devait se faire dans des cas pareils de fléau bien avant l'annonce du diagnostic. Par exemple, au niveau du projet Regard, nous pensons que le rôle de l'assistante, nous avons une assistante au cabinet qui passe un temps énorme, bien plus important que nous, avec les patients, parfois à passer et à entretenir ses croyances, alors que si nous avons des assistantes bien formées dans ce sens, où elle peut passer des messages harmonisés qui font déjà un rôle d'éducation du patient. Et merci, je crois que... Merci. Pardon. Docteur Amiri, franchement, tu me permets, mais j'ai ressenti beaucoup de fierté de voir une si belle présentation. Je te remercie, tu nous honores tous. Il y a des points très importants quand on parle de suivi, d'évaluation, etc. Le minimum pour pouvoir suivre, c'est avoir un tableau de bord, et le tableau de bord ici, c'est le dossier médical. Combien de médecins utilisent le dossier médical? Donc le dossier médical, il faut inciter les médecins à l'utiliser, et là, on peut suivre toutes les autres pathologies. D'accord, ça c'est une première. Il y a le dossier informatisé
qui pourrait servir justement pour le projet Olga, qui est le projet de recueil de données sanitaires. Et il y a aussi, pour impliquer le patient, une application qui est faite par un enseignant universitaire de la faculté de médecine et de pharmacie qui a l'état de projet et qui sera, si tu veux, un lien entre le patient et son médecin traitant à distance, parce qu'il y a des déplacements évitables. Ce n'est pas la peine de faire venir le patient, mais à distance, l'application lui dit ce qu'il doit faire, comment il doit réajuster son traitement, son régime, et quand est-ce qu'il doit venir voir le médecin, parce que tout le monde n'habite pas en ville. Il y en a qui sont coupés des villes quand il y a des intempéries, tout ça. Et puis il y a la charge des déplacements, et c'est coûteux. C'est une application qu'il faut encourager, va concerner une soixantaine de médecins. C'est une manière aussi d'impliquer, d'utiliser les nouvelles technologies. Tu as parlé de WhatsApp, tout ça. Mais cette application pourrait nous aider, nous, en tant que médecins généralistes, de nous impliquer pour éviter les complications que sont l'amputation, les insuffisances rénales et tout le reste. Bon, à mon tour de te féliciter. L'exposé était excellent. C'est un sentiment de fierté partagé avec toi. Moi, ce que je voudrais te demander, puisque tu as fait beaucoup de recherches, est-ce que dans ton cabinet, tu arrives à appliquer et je te demande comment tu organises l'éducation thérapeutique des patients. Est-ce que à chaque fois que tu rencontres le patient, il y a des patients que tu convoques? Personnellement, je ne le fais pas. Je le fais tout de suite. C'est une éducation un petit peu sommaire, parce que vu la pression des patients et la diversité des consultations, des pathologies, nous avons du mal à pratiquer cette éducation thérapeutique, surtout pour les diabétiques. Nous devrions le faire. Alors, est-ce que toi, tu en fais beaucoup, je sais, est-ce que tu es arrivé à organiser des séances d'éducation thérapeutique? Pour l'évaluation aussi, est-ce que tu as adopté des grilles d'IELC personnelles et comment tu arrives à les utiliser? Alors, concernant les grilles, je rejoins un petit peu le docteur Benabou sur le dossier médical. Parce que le dossier médical, le langage d'Yannahna, je ne suis pas sûr que nous avons la même conception des dossiers médicaux. Qu'il y ait des dossiers médicaux papier, qu'il y ait des dossiers médicaux informatiques, qu'il y ait des dossiers médicaux à thème. Parce que le dossier médical d'un diabétique, à chaque rencontre avec le patient, normalement, il devait y avoir une fiche de consultation avec une grille. Mais elle n'est pas la même. Est-ce que vous avez l'expérience, par exemple, est-ce que vous avez l'expérience de grille d'observation de la consultation de diabétique? Bon, ما نطولش بزاف. واحد القضيه اللي راسي فيها les médecins fumeurs. On ne peut éduquer que les gens prédisposés à écouter. اللي رافض راه منفذ راه ما يمكنلكش. انا عارف شنو Je peux apporter une précision en 15 secondes à notre analyse. Juste une petite précision pour le Dr Pierre. Le dossier médical standardisé, il comprend les thèmes, si tu veux, le suivi de la grossesse, de la vaccination, etc. Donc il est dans le dossier médical standardisé. Alors, docteur Amiri, vous étiez extraordinaire. Ça nous a vraiment honoré. Alors, j'ai une petite remarque. Je pense, c'est un aspect, je ne sais pas, que l'insuline, on doit en parler, mais bien avant, on doit informer le patient comme quoi il y a l'insuline qui régularise et qui est un médicament qui est très bien pour le diabétique et tout, mais on ne le dit pas. Le chat, il y a des moments où il y a l'insuline, il y a des jeunes qui ont l'insuline, et pour ne pas créer cette phobie. C'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi ce que je voudrais dire, c'est que
les diabétiques, c'est intéressant de se retrouver entre médecins généralistes, de parler du problème du diabétique. Tout d'abord, je te félicite pour ton travail, mais moi j'ai des problèmes avec les diabétiques. Les diabétiques me prennent beaucoup de temps. Et quand ils me payent, j'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup de temps. Alors, il faut tout leur expliquer, mais ils me prennent parfois jusqu'à 40 minutes. Oh, mais elle est là, la partie. Et à la fin, ils te payent et ils partent. Parfois, il revient te voir, il te dit شوف لي هذا البيسي اللي كي دايره الدواء اللي عطيتيني ودي نمشي بحالاتو مزيانه صافي سلام. Donc c'est très difficile à gérer au milieu d'une consultation de médecine générale. Donc je crois que ce problème d'éducation, tout ça, il faut peut-être créer, moi je dis n'importe quoi, une école à leur niveau où ils vont leur apprendre à cuisiner, où ils vont leur apprendre le sport, où ils vont leur apprendre leur conduite, etc. Mais il faut qu'il y ait une école, mais l'équipe diabétique, c'est Khawasso. Et fais ton éducation là-bas, mais parce que c'est trop, ça prend beaucoup de temps. Moi j'ai une question. Vous savez, quand vous savez pour ce qui est technique pour la prise en charge des diabétiques, j'ai une question sur la pompe à insuline. Est-ce que vous avez des malades qui sont sous pompe à insuline et qu'est-ce que vous faites pour l'éducation éventuellement? Parce que c'est difficile de la faire et normalement ça se fait dans les centres spécialisés. Mais qu'est-ce que vous faites pour votre expérience? Moi, je vous félicite, c'est un cours complet. On n'a rien à lui reprocher. Vous avez parlé du diagnostic, de l'éducation, des cas de patients qui adhèrent, qui n'adhèrent pas. C'est le médecin de sélectionner, de voir et d'écouter. Vous avez parlé d'écouter, vous avez tout dit, c'est un cours complet. Seulement, comme viennent de dire les confrères, nos patients, bon, chaque cas est un cas. La plupart, ils sont désignorants, mal éduqués, ils n'adhèrent pas, réticents. Non, je les juge, c'est la pratique, chers confrères. On ne les juge pas, mais on dit les patients convoient. Ils n'adhèrent pas. Monsieur Amiri a parlé de tous ces patients, disons qu'ils adhèrent, ils sont rares. Vous leur avez expliqué l'évolution. Vous n'avez pas. Pardon, j'accepte votre remarque. Avec plaisir. Mais je parle que notre confrère par exemple, un professeur, il a tout parlé, psychologie, économie et sociale. Je le remercie. Merci beaucoup. Donc, par contrainte de temps, je ne vais pas répondre, mais quand même, il y a certaines réflexions. Je commence, je ne vous oublie pas, j'ai eu deux chances. La chance, je suis diplômé en communication, c'est un diplôme en communication. La deuxième chance, un laboratoire, on ne peut pas le citer, une formation sur ça. C'est l'éducation thérapeutique avec des cartes, avec des supports qui sont extraordinaires. Cette même formation, l'assistant diéliste a la même formation. Moi, j'ai fait une formation une fois, l'assistant diéliste a la même formation. Donc, ce qui fait qu'on fait l'éducation. L'éducation, c'est-à-dire un samedi sur 8 ou sur 9. Les samedis, normalement, je travaille peu. Donc, un samedi, un certain nombre de personnes, on l'éducation. Dans ce moment-là, il y a un assistant qui a des facilitateurs. Quand je parle à une personne, je suis éducateur. Mais quand je parle dans un groupe, je suis un facilitateur. La discussion se passe entre les patients. Moi, je ne fais qu'orienter la discussion, faire l'échange de groupe. Donc, on fait les deux. Soit on fait ce qu'on appelle la communication bipersonnelle, c'est-à-dire entre deux personnes, ou là, la communication de groupe, là, je deviens facilitateur, il y a un échange de... La grille, j'ai une petite grille que j'ai fait moi-même. Je ne la fais pas tout le temps, parce que tu ne peux pas la faire pour tout le monde, mais quand je cible un malade, quand la grille, oui, je donne beaucoup de temps aux malades diabétiques. Des fois, ça peut dépasser 45 minutes, mais كتقول حنا راه كندير عندنا واحد الرساله ما عندناش مهنه وي راه نحسبوا بالفلوس راه مشكله ولكن ما نبقاوش دائما نحسبوا بالفلوس وعاود كنمشيو لذاك المبدا واحد كيخلص على واحد
واحد كتشوفهم 2 مينوت واحد كتعطي له ساعه كتجمع بجوج كتلقى 300 درهم بيناتهم كتقول الله يجعل البركه راه مزيان. Donc c'est important pour la pompe à insuline. Je ne prends pas en charge les malades qui ont كان un seul cas. D'ailleurs ما كانش كيداوى كاع في تطوان كيمشي لان سونتر ارابا كاين واحد لاسوسياسيون كي لو برون ديال ان بروفيسور كي لو برون ان شارج كاين في حي الرياض ولا في حي الفتح. المهم كاينه هذوك واحد لو كا وما بقاش من بعد زولها ورجع لها تسول. لا اولا نعرف على ان البومات ديالي شير تري شير الغاشاج ديالها وخصو يهز 2 اباراي وحده تدوزي وحده دير c'est pas évident. Je connais un enfant اللي باهم سي دي زونسيان يونيفرسيتير داروا بوندون من بعد سولا كانوا جوالين كنشوف لهم لا غليسيميا وليموغلوبين سي ديفيسيل ولكن ما باش كناخذوهاش باسكو حنا مازال فيه مساله الوقت. هذوك الاسئله اللي كانوا بالنسبه للانسولين من شتي يفو فولغاري انا الميساج كو جو فولي با فولغاريزي الانسولين حيت الناس كتحب الانسولين اما ما نقولوش انت غتاخذ الانسولين وما كنديرش اسلوب التهديد غير دير ولا واحد النهار لا سورتو با سا ما نقولوش الا ما خديتش الباستيط راه النهار غدير لا تقول هنا ما تقولوا لي ديابيتيك راه كيكون واحد التطور ممكن واحد النهار نوصلوا للانسولين ولا وصلنا للانسولين ماشي مشكل راه لا انك وصلتي للانسولين راه رجلك كتقطع ولا غتعمل لا توصل للانسولين لانه الفريد ما بقاش هو الباستيط ما بقاش يعطيو النتيجه الانسولين كيعطي النتيجه ثم كنعطي واحد الميساج ديال البروفيسور موني لو ميور تريتمون كون دوا دوني عن ديابيتيك سي الانسولين. تيجي شحال من عاد يقول لك خرج هذه واحد عطاني الانسولين تقول لك راه خرج هذاك وما عطاكش الانسولين. Une seconde. Dans la présentation de l'annonce du diagnostic, tu as décrit les différentes réactions du patient. La prochaine fois, si tu fais le exposé, les différents profils du médecin annonciateur. Oui. عرفتي شحال كان عرفتي صدقوني لا بريزونطاسيون مير فيها 220 كلك سلايد مي ما قدرتش ندوم بقيت كنحيد تبقى هاد لو بون جيسبر كو جي في لو تور دو لا كيستيون جيساي جو شوا. Dans l'éducation, il manque l'éducation de masse que tous les médecins, par exemple une association sur le diabète, doit s'attaquer à cela pour qu'il y ait une sensibilisation de masse de la part de tous les médecins qui prennent en charge et harmoniser les messages. On va gagner du temps, c'est-à-dire que moi je vais travailler pour les médecins qui vont travailler pour moi. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci.